Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, les sujets sont nombreux et divers, comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que J'aime Genève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour de l'histoire du bijou, des savoir-faire ou des problématiques actuelles. Alors, je les ai rassemblés dans un univers. Cette nouvelle saison, la 7e du podcast thématique Il était une fois le bijou. Pour cet épisode, je vous propose d'explorer une nouvelle nébuleuse, celle des perles. Et d'ailleurs, que préférez-vous ? L'orient soyeux des perles nacrées, blanches, rosées, dorées ou même noires bleutées ? Ou l'orange vif du mélo ? Ou le rose intense et flammé du conche ? Avec Sandrine Tota, vous partagerez votre amour des perles nacrées et avec Bertrand Ternat, ce sera les perles porcelanées. Sur le sujet des perles, qui est quand même le sujet phare de cette édition de J'aime Genève, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sandrine Tota, qui a été bien sûr biberonnée aux perles quasiment depuis sa naissance. Bien sûr, les perles les plus belles, les perles naturelles. Mais j'ai aussi avec moi Bertrand Ternat, qui lui est un spécialiste des autres perles, celles qui sont porcelanées. Bonjour Sandrine. Bonjour Anne. Bonjour Bertrand. Bonjour. La première perle pour laquelle tu as eu une émotion, Sandrine, c'était quand ? Tu nous racontes ? Quand je suis rentrée dans le métier il y a quasiment 11 ans, c'était des perles qui étaient sur une tiare. Et je ne sais pas si c'est l'ensemble de l'objet ou les perles toutes seules, le tout. Mais j'ai réalisé à quel point la perle pouvait sublimer l'objet. Cet objet-là, que j'ai eu l'occasion de revoir un peu par la suite, me donne toujours la même émotion. Et pour moi, c'était le plus bel objet, une tiare avec quelques perles dessus, pas forcément les plus belles que j'ai eu l'occasion de voir, mais voilà, un objet exceptionnel pour moi. Et Bertrand, est-ce que tu as une histoire et surtout, toi qui es maintenant devenu spécialiste de ces perles qui ne sont pas nacrées, comment d'un seul coup ça t'est venu ? C'est quand même pas facile de trouver comme ça l'inspiration. Alors c'est pas facile, mais c'est en fait une histoire de famille. Mon oncle faisait des émeraudes en Colombie pendant beaucoup d'années. Et en fait, au cours d'un voyage sur une île en face du Nicaragua, il a eu l'occasion de trouver une perle de conche. Donc une perle de lambis rose qu'il a ramenée en Europe. Il a continué à faire son trade d'émeraude, toujours en ayant une petite activité de perles naturelles non nacrées, une dizaine de perles par an. Malheureusement, il s'est éteint il y a une dizaine d'années et ma famille m'avait demandé de prendre le relais au niveau de la succession pour aider en fait la transmission de son patrimoine et de ses sociétés. Donc je fais un salon à Hong Kong pour aller voir s'il devait de l'argent à quelqu'un, en gros. Normal. Et en fait, je suis tombé dedans. J'ai acheté 4-5 perles de conche et j'en ai revendu sur le même salon 3. Et je me suis dit, tiens, c'est le signe qu'on attendait peut-être. Hein. Après quelques mois, je me suis mis dedans. Et depuis, je fais que ça. Je vais à droite, à gauche, je fais tous les pays des Caraïbes pour trouver des perles naturelles. Voilà. Sandrine, la perle, toi qui es d'une famille où on voit des bijoux, des gemmes, etc., la perle, c'est quand même quelque chose de très spécial. Alors oui, en effet, autant pour les pierres précieuses, le lapidaire a un rôle très très important, le designer aussi, autant pour une perle, c'est la nature et c'est tout. Pour moi, le fait que ce soit exclusivement naturel fait que ça en fait la gemme la plus rare, la plus miraculeuse, la plus belle du coup. Et Bertrand, toi, dans toutes ces perles porcelanées, est-ce que tu peux nous raconter celle que tu aimes ? Il y a deux aspects. Donc j'aime ces perles-là. D'une part, pour le côté esthétique. Et forcément, je vais parler des perles de conche, qui ont cette couleur rosée, avec une structure intérieure qu'on appelle flammée, qui pour moi sont extraordinairement belles. Et il y a un deuxième type de perles que j'adore. Ce sont les perles de Spondylus. Spondylus, ce sont des perles qui viennent essentiellement du Mexique, de ce qu'on appelle le spiny oyster. Donc c'est une huître avec des pics sur les coques. Et ils sont capables de produire en fait un éventail de couleurs en perles naturelles. Donc ça va du blanc, on a du jaune, de l'orange, du violet, du rouge, du marron.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont un reflet bleu clair. Alors ça, j'adore. Il n'y a pas de marché, c'est très collectionneur, mais c'est magnifique. Moi, j'aime bien la perle de Mélo avec ce ton très pêche qui me va très bien à la peau. J'imagine. La perle de Mélo, elle est en passe de devenir la perle naturelle la plus rare du monde. Il y a plusieurs endroits d'où elle vient, essentiellement le Vietnam, Myanmar, Burma, et un petit peu en Indonésie aussi. Mais malheureusement, la pollution de la mer fait que l'animal meurt. Donc c'est quelque chose qui est très rare, qui prend beaucoup de temps à grandir à l'intérieur du coquillage. Et d'ici une dizaine d'années, ça sera vraiment miraculeux d'en trouver une. Et celles qui sont très légèrement mauve-violette. Je pense que tu fais référence aux perles de Kahog, qui viennent d'Amérique du Nord. Elles, c'est intéressant parce qu'elles viennent d'une moule, en fait, contrairement aux autres qui viennent des huîtres. Et c'est vrai qu'elles ont un ton violet, mais assez mat, ce qui les rend vraiment uniques et particulières. Très jolie perle, très très jolie. Et en fait, l'ouverture de ces moules est maintenant faite par des machines. On trouve vraiment plus de perles comme ça, parce que ça passe dans la machinerie, en fait. Donc ils enlèvent la nourriture à l'intérieur et tout le reste est évacué. Ah oui, quand tu dis que c'est ouvert pour être mangé, c'est pas ouvert pour trouver des perles. Ah non, les perles naturelles, c'est un produit annexe. Les pêcheurs vont pas chercher des perles, ils vont chercher de la nourriture. Et, quand ils sont chanceux, ils trouvent une perle à l'intérieur. Alors on vient me parler d'amour, d'accord, maintenant on parlerait peut-être un peu de prix. Donc je sais que le diamant, il est estimé en carats. Est-ce que les perles, ça s'estime en carats? Alors, dans notre cas, comme on travaille beaucoup plus avec les perles blanches, non. On a une formule qui va nous donner une autre unité de mesure. Ça peut être le cho ou le une fois. On va prendre une échelle entre 5 et 10. Suivant l'effet que nous fait la perle en la voyant, on va mettre un numéro entre ce 5 et ce 10. Voilà, par exemple, en regardant une perle, qu'elle soit grosse ou petite, et on se dit, bof, pas très jolie, alors on mettra 5. Calculé par l'unité qu'on a trouvée, on aura un prix. Et voilà, si on la trouve waouh, ou elle nous procure une grande émotion, alors on mettra 8, 9, 10, multiplié par l'unité, on aura un prix. Donc c'est pas une question forcément de taille, c'est une question d'émotion, de ce que la perle nous fait ressentir en la voyant. Et tu dis, alors on la regarde, et si on le trouve waouh, eh ben on lui met une bonne note. Alors, quand on voit une fille sexy, on sait ce que c'est, mais une perle sexy, c'est quoi alors? Alors une perle sexy, elle aura une forme et des courbes plutôt homogènes. Elle aura une couleur uniforme, elle aura une peau lisse et sans imperfection. Elle aura un beau lustre. Et un beau lustre, techniquement, dans le monde de la perle, c'est une peau soyeuse, brillante. Est-ce que ça change pour les perles porcelaines? Alors c'est très similaire, mais on travaille moins. Nous, on se contente du carat. Donc les prix sont au carat. Et si vous voulez savoir un peu plus sur les prix pour les perles nacrées, c'est très simple. Ce sont des produits rares, uniques, sous-évalués par le marché. On a sur une perle de conche peut-être 3000 carats par an. On a 42 000 tonnes de diamants par an. Et la perle au carat est toujours moins chère que le diamant. Donc c'est encore une bonne affaire. Et est-ce qu'il y a des règles du genre, on m'a expliqué par exemple, bon, le diamant il a telle valeur, mais globalement en dessous d'un carat c'est beaucoup moins, à partir d'un carat ça devient intéressant, à partir d'un certain grosseur de carat la valeur se démultiplie. Est-ce que c'est la même chose en fonction de la grosseur de la perle ou de sa couleur ou de sa provenance, je sais pas? Au vu de la façon dont nous calculons le prix des perles, évidemment le prix sera multiplié par le poids. On va pas forcément considérer qu'au-dessus de 10 carats elles seront 2 fois plus cher. Dans le cas aussi des perles, quand on fait des colliers, le fait qu'il y en ait beaucoup assemblés entre elles vont forcément multiplier la valeur par le poids qui s'accumule sur chaque rang. Et évidemment, plus elles sont grosses, plus on aura tendance à avoir le réflexe de faire waouh. De nouveau, notre échelle entre 5 et 10, on aura sûrement plus tendance à arriver au 7, 8.
que si on voit une perle toute seule ou toute petite. Et au niveau des porcelainés, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une perle, la perle de Mello, qui était la super méga rare maintenant. Est-ce que ça veut dire que du coup, elle coûte super méga plus cher? Encore une fois, elle est sous-évaluée par le marché. Donc, personnellement, je pense qu'elle vaut peut-être 10 fois ce que le marché en propose. Mais encore une fois, on est dans une industrie où c'est les clients et les acheteurs qui se rencontrent et qui se mettent d'accord sur un prix. Donc non, elle n'est pas très chère en fait. Sur mon stand en ce moment, j'ai une perle de Mello qui est la plus grosse que j'ai vue de ma vie. Elle fait 276 carats. Donc c'est une balle de golf en fait. C'est quelque chose qui a peut-être pris 60-70 ans à être créé à l'intérieur du coquillage. Ça correspond à 20 carats diamant rose. C'est unique, c'est incroyable. 20 carats diamant rose, c'est quoi? C'est le PIB d'un continent. Une perle comme ça, c'est même pas $1 million. Grosse différence. Donc maintenant, si on parle, je veux dire bio-nature, parce que la perle, c'est naturel. Comment ça se forme? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une maturité sexuelle de l'animal qui fait fabriquer la perle? Ou est-ce que c'est cette légende qui dit qu'on met un grain de sable et boum, on a une perle? Alors ça serait une super belle histoire si c'était le cas, si la perle était le résultat de l'accouplement de deux mollusques marins. Alors là, moi je signe tout de suite au niveau marketing. La formation et la création d'une perle, en fait, est une réaction de défense, de protection de l'animal. Donc pour les huîtres et les perles nacrées, c'est effectivement l'insertion à l'intérieur. Ça peut être un grain de sable, ça peut être une bactérie. Et en réaction de protection, l'animal va l'entourer de nacre, afin qu'il n'y ait pas d'influence sur l'intérieur de l'huître. Au niveau des perles nacrées, c'est un petit peu différent, puisque ce sont des escargots marins. En général, ce sont des vers qui font des trous, en fait, dans le coquillage. Et afin de se protéger, l'animal va créer une sorte de bouchon pour empêcher que l'eau rentre. C'est pas très, très sexy ce que je veux dire, mais par exemple, pour les perles de conche, pour les mélos, c'est pareil. Ce sont des calculs, finalement. C'est ça qui crée la perle. Alors dans quelle mesure le coquillage fabrique une perle ronde ou pas ronde? Alors c'est très simple. Pour tout ce qui est bivalve, ce qu'on appelle bivalve, ce sont les coquillages qui s'ouvrent en deux. La circulation de l'eau à l'intérieur fait que c'est plus facile de créer une perle ronde. Pour tout ce qui est escargot marin, c'est différent. Ce sont des spirales en fait intérieures. Donc la circulation de l'eau et le mouvement de l'animal font que les perles qui sont créées seront ovales. Ça fait quand même plusieurs années qu'on m'explique que oui, la nouvelle création fait que la perle va redevenir à la mode. Je suis pas sûre que la jeune génération aime tant que ça la perle. Est-ce que dans le marché, ça a changé? Qui achète quoi? En ce qui concerne les perles nacrées, les collectionneurs, les personnes aussi qui ont le goût du vintage, justement. C'est un petit peu dépassé ou old school de porter un collier de rang, mais je pense que la mode tourne, on fait une boucle, et que forcément, à un moment donné, on reviendra sur ce goût de porter les colliers de perles de nos grands-parents. Qui achète quoi? Tout le monde est un peu à la recherche de la perfection, la perle parfaite. On peut avoir des amateurs de perles très blanches, comme des perles plutôt violettes. Il y a aussi un marché pour les perles qui seront un peu dorées. On parle de coup de cœur. Tout le monde peut avoir un coup de cœur pour n'importe quelle perle. Même les perles baroques peuvent plaire. Voilà, je pense qu'à partir du moment où la perle est en bon état, c'est-à-dire qu'elle n'est pas craquée, qu'elle n'est pas en train de mourir, car la perle continue de vivre même en dehors de son coquillage. Tant qu'elle n'est pas dégradée, elle peut plaire à n'importe qui. Donc il n'y a pas, comme il y a des perles dorées, il n'y a pas par exemple le marché, je sais pas, russe, asiatique qui préférait du doré, d'autres qui préféraient du noir, d'autres qui préféraient du rose, ou les américaines qui prendraient des très 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 grosses perles, je sais pas. Alors je vais pas faire de préjugés, mais je pense que le marché de la perle dorée sera peut-être plus facile à développer en Inde, par exemple. La perle très blanche en Asie, en Europe. La perle noire ou violette est assez rare, donc elle va aussi plaire à beaucoup, mais je pense que les gens la comprennent moins. Une perle dorée peut être aussi très jolie et peut-être justement plus moderne, j'ai envie de dire, et peut-être plus facilement portable aujourd'hui par la jeune génération. Je pense qu'aujourd'hui, les designers tentent de plus en plus de mettre la perle en valeur.
Voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un regain de passion pour la perle, même pour les plus jeunes. Moi, je sais que l'année passée, j'ai vu un créateur qui a sorti un long sautoir en forme de lasso avec des perles blanches pour monsieur. Je sais pas, je pense qu'on est de plus en plus en train d'éviter de faire une distinction entre le c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, et qu'on trouvera de plus en plus de manières de porter la perle. Mais je rêverais effectivement de voir se développer un marché de la perle pour hommes, si on peut le dire comme ça. Et alors toi, Bertrand, tes perles sont encore plus rares. Je pense que le problème de ces perles porcelaines, c'est qu'en fait, on ne sait pas, on les connaît pas. Déjà, si tu permets, je reviendrai un petit peu sur ce que tu as dit auparavant, quand tu dis que les jeunes générations ne veulent pas de perles. Quand on dit ça, on confond tout. On confond la perle naturelle et la perle de culture. Ça n'a rien à voir, ce sont des produits totalement différents. Donc une personne qui veut pas de collier de perles, oui, pas de problème. Mais on parle de perles de culture. Une perle naturelle, c'est un objet exceptionnel. C'est quelque chose de rare, d'unique, créé par la nature. Et ça, c'est pas quelque chose qui est relatif à la mode. Il y a une clientèle mondiale qui court dans tous les salons pour récupérer les plus belles perles naturelles. Voilà, je voulais juste faire la précision là-dessus pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. C'est pareil quand on parle de lasso masculin, ce sont des perles de culture, c'est différent. Alors est-ce que ça va entraîner une clientèle masculine? C'est une question différente. Mais en tout cas, la perle naturelle, c'est un objet de collection. C'est une valeur intrinsèque, unique, et c'est un produit où il n'y a pas de perles identiques dans le monde. Très important. Donc le problème de la perle de conche, pour revenir à ta question, c'est qu'il n'y a pas de problème. La perle de conche, c'est pareil, c'est une perle rose que, évidemment, peu de personnes connaissent, mais les gens qui connaissent l'apprécient et l'aiment. Et c'est une perle qui, en fait, est très émotionnelle. Elle tire des sentiments des créateurs, et c'est vrai qu'on les voit énormément, et de plus en plus, dans tout ce qui est haute joaillerie, en Europe, traditionnellement, aux États-Unis depuis des décennies, et maintenant en Asie, au Japon, en Chine, Taïwan, énormément. Et tout doucement, le désir commence à grossir dans le Moyen-Orient. Dans l'histoire, bien avant le diamant, on aimait les rubis, et bien avant, on aimait la perle. Quand on regarde les tableaux, que ce soit Élisabeth Ier ou la couronne de France, c'était la perle qui était importante. Est-ce que les gens qui achètent ces perles rares, ces collectionneurs dont vous parlez, c'est aussi des gens qui achètent de la perle ancienne, rare, comme la perle de Marie-Antoinette? Il y a deux chemins dans ce que tu dis, entre la perle historique, qui du coup, de par sa provenance ou suivant qui l'a portée, va amener une plus-value. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore trouver des perles qui n'ont pas d'histoire, mais qui sont quand même très belles. Personnellement, un bouton porté sur une broche par Marie-Antoinette ou qui que ce soit d'autre va pas forcément plus m'attirer qu'un petit bouton rose ou rosé. C'est vraiment une question de sentiment et de ressenti. Et je disais qu'on les voyait dans les tableaux, mais par contre, je n'ai pas de souvenir, peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas souvenir d'un tableau où il y aurait une perle de mélo, une perle de conche. Est-ce que dans l'ancien temps, on les avait repérés et ça existait en termes de valeur? Alors c'est une très bonne question. Je pense aussi que c'est important de parler de Cléopâtre. Tout le monde se souvient de l'histoire, effectivement, de Cléopâtre, qui avait fait donc un pari avec Marc-Antoine. Elle voulait lui en mettre plein les yeux et elle lui a parié qu'elle dépenserait en un repas plus que lui ne pouvait le faire. Et donc, elle l'invite à dîner. Donc, il fait « Ouais, d'accord, t'as un beau palais, mais bon, là, jusqu'à présent, tu m'as pas épaté. » Et là-dessus, elle prend une de ses perles exceptionnelles et elle la dissout dans le vinaigre et elle le boit. Et paraît-il qu'il y avait 2 perles. Et il l'a empêché de dissoudre la deuxième. La perle était vraiment au centre de la joaillerie au début des temps. Pour ce qui est de la perle de conche, elle est arrivée très tard en Europe, en fait, avec la découverte des Amériques. La perle de conche vient uniquement des Caraïbes. Donc, c'est après la découverte des États-Unis, et essentiellement le marché anglais, qui a développé la perle de conche en Europe. Donc, il y a des broches de la reine Marie, broches et colliers sur des reines autrichiennes, etc. Mais c'est vrai que ça arrivait plus sur le tard que les perles naturelles nacrées, qui forcément étaient là bien avant. La mélo vient d'Asie, donc c'est pareil, beaucoup plus tard.
Par contre, la perle de Melo était déjà connue en Chine il y a très longtemps en fait. Et donc il n'y a pas forcément de tableau avec, mais il y a une connaissance de la perle, de cette perle orange, qui date de très très longtemps. Il y a un chiffre qui est très important à retenir, c'est que la perle naturelle, au niveau du volume, représente 0,006% du volume total des perles. C'est-à-dire qu'on est à plus de 99,99% de perles de culture. C'est personnel ce que je vais dire, ça n'engage que moi. La perle de culture est à la perle naturelle, ce que le lab-grown diamond est au diamant. C'est juste une recréation de la nature par l'humain afin de proposer quelque chose qui prend beaucoup trop de temps à se créer dans la nature. On serait surpris de voir qu'il y a finalement quand même un stock de perles qui est caché quelque part chez les gens et qui n'ont peut-être pas encore réalisé qu'ils peuvent avoir de la valeur, mais en tout cas ils viennent petit à petit nous demander à nous ou à d'autres, est-ce que ce collier a de la valeur, est-ce que ces boucles d'oreilles ont de la valeur, parce qu'il y a un engouement pour justement le côté naturel et pour la perle. Et du coup, tout le monde vient avec le collier de sa grand-mère en disant est-ce qu'elles sont naturelles, pas naturelles, elles ont potentiellement de la valeur. Aujourd'hui, on trouve plus de perles, ou très très peu, ou de moins en moins en tout cas. Je dirais qu'on fait avec ce qu'on a, mais j'ai bon espoir, peut-être mon côté très positif, qu'il y en a plus que ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, le marché n'a pas fini de nous étonner, dans le sens où on se souvient de Cartier qui a acheté son immeuble sur la 5e avenue contre un collier de perles. Après, il y a eu la perle de culture qui a tout envahi. Et maintenant, aujourd'hui, très clairement, vous entendant, la perle naturelle, elle reprend de la valeur parce qu'elle est naturelle, parce qu'elle est rare, même si, je suppose que, comme tu le dis, ceux qui ont des perles naturelles les gardent précieusement. Effectivement, l'investissement dans les perles, au même titre qu'un investissement dans un diamant ou dans un rubis, commence à un petit peu se mettre en place. La difficulté, c'est que les personnes vont chercher la perle parfaite qui, d'après moi, n'existe pas. Voilà, un diamant, c'est beaucoup plus simple de se dire il a la plus belle couleur et la meilleure pureté. Une perle, c'est tellement personnel qu'il n'y a pas de critères pour dire elle est parfaite et elle vaudra le prix d'un immeuble. Est-ce qu'il y a encore des marchés à conquérir ? Je ne sais pas, l'Asie ? Et encore une fois, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais c'est vrai que pour ce qui est de la perle nacrée, c'est à mon avis différent de la perle non nacrée. La perle de conche essentiellement a reçu beaucoup d'attention de l'Asie sur ces 10 dernières années. Encore aujourd'hui, c'est l'Asie qui drive en fait la demande au niveau des perles de conche ou de mélo depuis une dizaine d'années. Au niveau de la perle nacrée, c'est un marché qui est encore jeune. La Chine est un marché très jeune pour la perle nacrée. Donc on voit des transactions qui s'effectuent avec l'élite des collectionneurs. Mais encore une fois, c'est très jeune, c'est pas mature. Il y a 1 million de millionnaires en Chine, il y a de la place. Le Japon est un pays qui n'ira jamais sur la perle naturelle, puisque culturellement, ils sont dans la culture. Donc il n'y aura pas de marché là-bas. Mais moi je pense que oui, la Chine va un jour ou l'autre apporter sa pierre à l'édifice de la perle naturelle. Je me permets de rejoindre ce que tu dis, Bertrand. Le fait d'être éduqué à la compréhension de la perle, de son prix, de sa valeur, est un point très important. Une fois qu'on peut partager notre amour et notre savoir, connaissance sur la perle, elle sera sûrement plus abordable pour beaucoup plus de personnes. Et c'est aussi grâce à des conversations comme celle-ci qu'on permettra sûrement d'ouvrir le marché au plus grand nombre. Alors, sinon, pour finir, dernière question, quelle est votre perle rêvée, Sandrine ? Alors, il en parlait tout à l'heure, la mélo qu'il a dans sa vitrine, j'avoue, me fait fantasmer. Je n'ai rien à ajouter. Merci Sandrine. Merci beaucoup Anne. Merci Bertrand. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et que nous pourrons en parler ensemble lors de la prochaine édition du Salon. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Les semaines suivantes, je vous retrouverai en alternance sur le podcast Brillante et le podcast Le bijou comme un bisou.
Faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à mettre de gentils commentaires sur les réseaux d'Il était une fois le bijou et de J'aime Genève. À tout bientôt.